Au Burundi, on ne veut plus dépendre des donateurs internationaux pour l'organisation des élections. Pour le scrutin de 2020, le pays entend convoquer le corps électoral sur fonds propres. En Tunisie, on manifeste aussi contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Une centaine d'Algériens et de Tunisiens dans la capitale Tunis en soutien aux mobilisations en Algérie voisine. En Côte d'Ivoire, l'un des pionniers de la littérature africaine et père des lettres ivoiriennes, Bernard Dadier, s'est éteint. C'était samedi à l'âge de 103 ans. Depuis la volonté exprimée par le chef de l'État béninois que l'Assemblée nationale se réunisse en urgence afin de trouver une issue à la crise préélectorale en lien avec les législatives en République du Bénin, les réactions se multiplient. Qui pour appeler à la vigilance, qui pour proposer des pistes de solutions. Et parmi ces deuxièmes vagues figure le parti Rassemblement pour la Relève, la nouvelle force nationale. Nous avons proposé en réalité 3 scénarios participants. Le premier, c'est relatif en réalité à l'abrogation des 2 lois, la loi portant code électoral et la loi portant charte des partis politiques. Le deuxième, c'est de revisiter ces 2 lois afin de pouvoir reformuler les articles qui sont colorés. Le troisième scénario, elle est relative à la prolongation de la date de mise en conformité des anciens partis politiques pour permettre à tous les amis de tous les partis politiques et même à la nouvelle force nationale de participer aux élections. Il a organisé des assises nationales à Cotonou, capitale économique du pays, avec comme participants les représentants de formations politiques, organisations de la société civile et différentes personnalités. Ces derniers y sont allés chacun de leurs propositions. La libération de tous les détenus politiques, la prise de loi d'amnistie pour le retour de tous les exilés politiques. Sébastien Adjavon, Léadi Vinagnon Soglo, Agossou Djenotin, Komi Kouché, Dossou Simplice, Léos Moumbadi, etc. Toutes les lois votées en opposition aux exigences du peuple doivent être abrogées. Cette rencontre a donc accouché d'un communiqué final qui sera transmis aussi bien à l'Assemblée nationale qu'à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en République du Bénin. L'assise suggère donc le retrait de la décision de la Cour constitutionnelle relative au certificat de mise en conformité ainsi que la prise d'une décision de la Cour pour clarifier les dispositions de l'article 242 du Code électoral. Le plan du gouvernement burundais semble bien tracé. Il sera question d'instaurer une compétition pour désigner la commune qui récoltera le plus de contributions selon un document officiel. Jusqu'ici, les élections au Burundi étaient en grande partie financées par les bailleurs de fonds traditionnels. Mais ceux-ci ont des relations très tendues avec le pouvoir du président Pierre Nkurunziza qui a écarté leur aide cette fois-ci pour échapper à leur pression. Pour financer ces élections, le gouvernement a imaginé différentes stratégies. D'après le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'un exercice d'évaluation des communes basé sur leurs critères de maximiser le plus possible les contributions de la population et dont la cérémonie de publication des résultats se déroulerait dans la commune qui se serait classée première. Le gouvernement veut mettre les bouchées doubles afin de boucler le budget d'organisation de ces élections générales prévues en 2020. Le président Pierre Nkurunziza avait annoncé la semaine dernière que 70% du budget avait déjà été réuni. Selon la terminologie officielle, il s'agit de contributions volontaires. Mais les abus constatés dans la collecte se sont multipliés depuis l'instauration d'une ordonnance ministérielle qui fixe les montants à payer en fonction des catégories de population. Dans certaines communes, les gens n'ont plus droit aux services publics de base s'ils ne présentent pas leur quittance.
Le vent de liberté qui souffle sur Alger ravive à Tunis les souvenirs de l'euphorie de 2011, quand des milliers de manifestants avaient réussi à faire chuter la dictature. Une centaine d'Algériens et de Tunisiens ont manifesté samedi à Tunis en soutien aux mobilisations en Algérie voisine contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Algérie libre et démocratique égale Algérie en sécurité, pouvait-on lire sur une banderole déployée devant les manifestants. Une partie des Tunisiens s'inquiète aussi de voir l'Algérie voisine sombrer dans le chaos, à l'image de l'autre pays frontalier, la Libye, dont le conflit a eu de graves répercussions sécuritaires et économiques sur la Tunisie. On va en arriver à un point positif, Inch'Allah, et on doit exterminer ce petit problème qui a duré déjà 20 ans de cela. Donc ça peut tirer toute la région vers l'avant. Il y a déjà le précédent tunisien et puis il y a eu aussi des révoltes en Algérie. Mais cette fois, on ne reviendra jamais en arrière. Parce que c'est tout le peuple. Il y a une unité extraordinaire. Il y a une prise de conscience comme jamais auparavant. Une première manifestation de solidarité avec l'Algérie, qui n'avait pas été officiellement autorisée, avait été rapidement dispersée par la police à Tunis le 1er mars dernier. Les responsables tunisiens ont très peu communiqué sur la situation algérienne. Le président tunisien Bédi Caïd Essebsi a déclaré le 25 février dernier à Genève que le peuple algérien était libre de s'exprimer comme il l'entend sur sa gouvernance. Depuis le début de la contestation déclenchée par la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans et très affaibli, la diaspora algérienne a été particulièrement active, notamment en France. C'est au cœur de la nuit du 8 mars 2019 que Edgar Alain Mebengo, jusqu'ici présenté comme le fils intouchable du président Paul Biya, a été transféré à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, selon ce document authentique. L'ancien ministre de la Défense et des Transports a d'abord passé quelques nuits dans une cellule du tribunal criminel spécial avant d'être placé en détention provisoire à la principale maison d'arrêt de Yaoundé. Il a été écroué en compagnie de ses 3 anciens collaborateurs. Il s'agit du colonel Joël Mboutou, ancien attaché de défense du Cameroun au Maroc, de Massim Bangue, ex-conseiller technique au ministère de la Défense et ancien inspecteur du Trésor en service au ministère des Finances. Et enfin, de Victor Emmanuel Meunier, directeur général adjoint de la Société camerounaise de banque. Ce haut fonctionnaire et ses anciens collaborateurs étaient auditionnés depuis plusieurs semaines au tribunal criminel spécial dans une affaire de détournement présumé de fonds publics et dans le cadre de l'affaire Madforce. Le ministre des Transports du Cameroun, Ernest Ngale Bébé, a présidé à Douala la cérémonie de réception de 5 nouvelles locomotives par la société Camrail, entendez Cameroun Railways. Ces équipements de haute technologie dans l'ingénierie ferroviaire qui nous réunissent ici aujourd'hui sont pour tout Camerounais plus que de simples machines. Ils représentent un symbole, un grand symbole qui, avec beaucoup d'autres projets du chemin de fer en cours de réalisation, annonce le printemps du rail camerounais. Ces 5 locomotives neuves de 3300 chevaux chacune ont été mises en service par le ministre des Transports lors de cette cérémonie officielle organisée à la gare centrale de Bessengue. Je déclare officiellement mise en service les 5 locomotives neuves acquises auprès de General Electric pour que vivent le partenariat public-privé. Selon des données techniques communiquées à l'occasion, ces machines peuvent tracter jusqu'à 1800 tonnes de fret contre 1150 tonnes de locomotives en service avant leur arrivée dans le parc de la Camrail. En effet, ces 5 nouvelles locomotives 3300 AC à hauteur de 12,3 milliards de francs CFA vont permettre à la société Camrail d'améliorer la qualité de ses services. Selon Aboubakar Abou, président du conseil d'administration de Camrail, ces nouvelles acquisitions de type 3300 GE font partie d'une commande totale de 9 locomotives dont le financement des 4 dernières sera pris en charge par l'État du Cameroun.
Le président du conseil d'administration de la Camraille a aussi relevé que l'opération représente la première étape d'un ambitieux plan de modernisation sous la houlette du monsieur le ministre des Transports visant à placer le secteur ferroviaire au cœur du processus d'émergence socio-économique du Cameroun, en particulier, et de la sous-région en général. Dans un jugement de 23 pages très argumenté daté de ce mercredi, la juge Laura Taylor-Swain a estimé que le principe d'immunité d'un État souverain bénéficiait bien à l'Allemagne, rendant la procédure en réparation pour génocide intenté contre l'Allemagne par les tribus Herero et Nama irrecevable. Les deux tribus cherchaient à obtenir une compensation de l'Allemagne pour le génocide de leurs ancêtres, dans ce qui était connu comme l'Afrique du Sud-Ouest allemande sous la domination coloniale de 1884-1915. Le territoire est depuis devenu la Namibie. Ce jeudi, le chef des Hereros, Vécu Rukuro, a estimé décevant le jugement, tant pour son peuple que pour toutes les nations du monde qui défendent la justice pour tous. À Windhoek, des Namibiens ont réagi à cette décision du tribunal régional de New York. Je suppose que c'est assez juste parce que qui allait être indemnisé? Les personnes directement touchées sont toutes mortes. Les années ont passé. Cette affaire allait donc être conflictuelle car d'autres tribus qui n'étaient pas touchées voulaient s'en mêler. Les Juifs ont été indemnisés en Allemagne. Pourquoi les Noirs ne peuvent-ils pas être indemnisés? C'est à cause de la peau noire. De quoi s'agit-il? Nous avons juste besoin d'une compensation. C'est tout ce dont nous avons besoin. Des dizaines de milliers d'Hereros et quelques 10 000 Namas ont été tués entre 1904 et 1908 après s'être rebellés contre les Allemands qui les avaient soumis à un régime de privation et de spoliation. Ayant officiellement reconnu ces exactions, l'Allemagne négocie depuis des mois avec la Namibie un accord qui pourrait contenir des excuses officielles et la promesse d'aide au développement en guise de dédommagement. Mais Hereros et Namas, qui n'ont pas été invités à ces discussions, avaient saisi la justice civile américaine pour obtenir directement de l'Allemagne des dommages et intérêts. Il faisait valoir que 2 des 3 exceptions prévues au principe d'immunité d'un État souverain s'appliquaient en l'espèce. Le célèbre écrivain ivoirien Bernard Dadier est mort samedi à 103 ans. Bernard Dadier détient à son actif une bibliothèque d'œuvres prolifiques dans laquelle il a abordé tous les genres littéraires, poésie, romans, chroniques, contes traditionnels et surtout théâtre. Né en 1916 à Assini, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, il se fait connaître dès 1934 avec une pièce de théâtre satirique, Les Villes. En 1950, il publie un recueil de poèmes engagés, Afrique debout, qui dénonce les relations de domination entre blancs et noirs dans l'Afrique coloniale. Son autobiographie romancée, Climbier, parue en 1952, est sans doute son œuvre la plus célèbre, également très critique vis-à-vis du colonialisme. En 1980, son roman Les jambes du Fils de Dieu remporte aussi un franc succès. Bernard Dadier a reçu 2 fois le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, avec Patron de New York en 1965 et La ville où nul ne meurt en 1968. Homme engagé, Bernard Dadier fut aussi journaliste, homme politique et militant pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cet engagement au sein du PDCI-RDA lui vaudra un séjour d'1 an en prison entre 1949 et 1950. Après l'indépendance, il a été de 1977 à 1986 le ministre de la Culture du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. C'est un pionnier et un géant de la littérature africaine qui s'en est allé. Au quotidien, ça veut dire faire remarquer quand il y a des remarques sexistes au bureau, ça veut dire essayer de faire comprendre à son chef que d'utiliser le féminin pour les noms de métiers, ça se fait, d'essayer de faire comprendre qu'il faut une égalité salariale, d'essayer de faire remarquer quand il y a même des femmes qui font des remarques sexistes
Alors tout à fait, on pense qu'il y a une bonne relève. D'ailleurs, on reparle d'ailleurs du MLF. L'hymne du MLF est beaucoup chanté ces dernières années, donc oui, et on en est très heureuse, oui, tout à fait. C'est très important et ça fait du bien. C'est une inégalité de salaire, une inégalité par rapport à l'accès au poste à responsabilité. C'est tout un tas de choses. C'est une inégalité par rapport aux promotions, à l'évolution de carrière en général, aux formations, etc. C'est un ensemble, hein, c'est un ensemble. C'est le même ensemble qu'on trouve comme dans beaucoup d'établissements, malheureusement, quoi, voilà. Et puis en plus...